Ceci était intitulé l'une de ses œuvres, un livre écrit en captivité le 24 mars 2016. Il s'agit bien de Charles Blé Goudé. L'enfer est-il donc fini pour ce patriote ivoirien qui a été arrêté par la Cour pénale internationale lors des différentes exactions post-électorales de 2014 justement. La question se pose avec acuité aujourd'hui qu'il est désormais pas seulement libéré car il est depuis 2019, mais il a reçu son passeport à l'ambassade de la Côte d'Ivoire où il est désormais garanti de revenir dans son pays. Alors, de quelle encre se teintera ce retour ou ce cahier du retour au pays natal pour Charles Blé Goudé? La question se pose aujourd'hui et on vous ouvre le débat, non seulement à vous qui êtes sur le plateau, mais également à vous qui nous suivez sur notre plateforme DBS TV, c'est sur Facebook. Allez, je commence avec celui qu'on n'a pas présenté mais qui nous a rejoint. Pépin Mikaï, bonjour. Bonjour, bonjour. Et vous avez certainement appris en même temps que nous, l'actualité qui est brûlante aujourd'hui, c'est le retour annoncé et très prochain de Charles Blé Goudé en terre natale. Il a reçu son passeport. Avec quel état d'esprit peut-il bien revenir à la maison? On peut dire que c'est un happy end pour cette longue épopée juridique qui a émaillé la crise ivoirienne d'avril 2011. 2011 autant pour moi. Donc, qui a abouti à l'incarcération de l'un des figures de proue du côté de la majorité présidentielle de l'époque, à savoir Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé. Immédiatement transféré à la CPI après 10 années de procédure interminable. Plus de 2000 témoins passés sur la barre. Les autorités judiciaires de cette institution ont jugé mieux de les relaxer. Donc, ils ont été déboutés de toutes les charges qui étaient portées contre eux. Et par la suite, on le connaît, le président Gbagbo a reçu son passeport. Mais à l'époque, j'étais un peu de ceux qui pensaient que le président Gbagbo avait un peu loupé le coche. Parce que forcément, on s'était sur le prisme de la réconciliation qu'il avait reçu ces documents et il était normal qu'il ait dans sa gibecière son poulain de toujours, Charles Blé Goudé, qui malheureusement était resté à La Haye. On rappelle qu'il a été son ministre entre décembre 2010 et avril 2011 justement. Oui, quand je dis son poulain, au-delà du fait qu'il soit ministre de la jeunesse. Oui, je sais qu'il soit son ministre de la jeunesse et il se trouve qu'ils sont de la même région et de la même ethnie. C'est la raison pour laquelle je parle de son fils. L'a-t-il trahi? Tout au moins, je parle de son fils. Donc, le président Gbagbo avait laissé son fils à Genève. Moi, à l'époque, étant quelqu'un qui suit Blé Goudé depuis mes années d'étudiant, c'est un modèle politique pour moi, une force de courage et puis une témérité à forcément copier au sein de la jeunesse. Je n'avais pas accepté le fait que le président soit rentré, Gbagbo soit rentré, et que Blé Goudé soit resté à La Haye. Bon, à l'époque, c'est une personnalité proche de ce cercle-là, et ils sont parfois très nombreux sur ce plateau-ci, estimait que c'était stratégique. Moi, j'avais compris peut-être que le président Gbagbo ne voulait pas avoir de l'homme, qui est un personnage qui puisse lui faire de l'ombre à son arrivée presque triomphale à Abidjan. Bon, ce n'est que... Peut-être-il son poulain à ce point Blé Goudé s'inscrit dans l'avenir. Blé Goudé s'inscrit véritablement dans l'avenir de la nouvelle Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Ouattara, au forceps, a brigué un 3e mandat. Mais quel qu'en soit les cas, il est lui-même, il le dit dans l'ensemble de ses discours, lorsqu'il veut se faire applaudir, qu'il n'a plus la force nécessaire à 80 ans. Donc forcément, avec toute la rivalité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, Blé Goudé fait partie de l'establishment, des personnalités, je veux dire, qui peuvent aspirer à diriger ce vaste et beau pays. Donc ce n'est pas un hasard si Blé Goudé fait partie, en fait,
est dans l'œil du cyclone aujourd'hui, que ce soit du côté de la majorité présidentielle ou de l'opposition. Donc, pour revenir un peu à son retour, nous saluons ce retour-là. Mais j'étais en train de dire que nous avons regretté à l'époque le fait qu'il soit resté à La Haye. Parce qu'en réalité, moi, je me disais que dans les négociations, il fallait qu'on soit dans les négociations complètes. C'est-à-dire le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en terre natale, mais davantage le retour de son fils, parce que tous ont été peut-être pas déportés à la même époque. Chacun à son époque, le président Gbagbo en 2011-2012, et Blé Goudé en 2013, après sa captivité au Ghana. Donc, maintenant que son passeport a été remis. Je pense que son retour en Côte d'Ivoire, même s'il est sous le coup d'une autre condamnation de 20 ans. On en parlera certainement. C'est la bienvenue dans le cadre de la décrispation de cette crise ivoirienne qui forcément doit passer par les hommes en essayant de savoir comment faire le deuil. Je pense que l'arrivée de Laurent Gbagbo aussi, au-delà de mon cri de colère de tout à l'heure, a permis de commencer à pacifier ce pays-là en se rendant au nord, en se rendant à Duéko, et là il y a eu plus de 800 morts en quelques heures. Donc tout cela commence à faire en sorte que l'espace sociopolitique ivoirien commence à se dégager. D'accord. On commence à dégager à l'avenir. Son retour, puisqu'on va interroger les raisons de ce retour et pourquoi maintenant, s'inscrit dans ce processus de réconciliation nationale tel qu'enclenché en Côte d'Ivoire. Je pense, avant même d'y arriver, le président Blé Goudé, disons ça parce qu'il est leader d'une formation politique qu'on appelle le COGEP, si je ne me trompe pas, a fait plusieurs communications dans les médias internationaux dans l'optique de pouvoir être un acteur de la réconciliation ivoirienne. Donc, je me dis que ce passeport remis par l'entremise de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, je pense c'est Hamza Salah, et la présence du consul général de France, Issaka Konaté, s'inscrit dans cette durée-là, parce qu'il ne faut pas oublier que les Issaka Konaté étaient un peu ceux qui étaient dans l'aile dure de la radicalisation dans la crise ivoirienne, donc le concept de soit Ouattara ou rien. Donc, si aujourd'hui sont des acteurs qui sont dans la décrispation, ce n'est que la bienvenue pour le retour à la paix dans ce pays-là. D'accord. On parle justement de ce retour et de ce timing assez, on va dire, problématique. Depuis 2019, quand même, il a été relaxé par des charges qui pesaient contre lui à la Cour pénale internationale. Mais il a fallu... De 2011, avec ses conséquences, dont par exemple la privation de liberté du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, on oublie que jusqu'à l'heure actuelle, nous parlons, il y a encore des prisonniers de cette crise post-électorale en prison. Donc beaucoup de militaires, je pense à Doblé, le colonel Doblé, quelque chose comme ça, et qui était l'un des maillons forts, n'est-ce pas, de l'armée ivoirienne, qui est toujours en prison, avec des centaines, n'est-ce pas, de gens de cette crise post-électorale. Il n'y a pas que ça. Il y a encore des gens qui sont d'ailleurs retournés, mais dont les comptes bancaires sont toujours bloqués. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo lui-même, qui jusqu'à l'heure où nous parlons, ne bénéficie pas de son statut d'ancien chef d'État, avec tous les émoluments financiers que cela comporte, décidé par l'archer de pouvoir ivoirien en plus. Donc, il faut voir que c'est pas évident. J'ai oublié. Il y a des plantations, des Ivoiriens qui sont confisqués. Il y a des maisons, des gens qui sont encore confisqués. Il y a des villages entiers, des gens qui ont été confisqués. Il y a des gens qui sont incapables de retourner dans leur village, dans leur terroir, etc., etc. Donc, cette crise-là, on se serait attendu qu'avec le verdict qui avait été prononcé par cette prétendue CPI, que le gouvernement actuel ivoirien avance très rapidement. Et nous, on lui avait fait la proposition d'aller chercher Blé et le président Gbagbo pour les ramener à la maison et acter, n'est-ce pas, cette réalité. Et maintenant, prendre le chemin de la réconciliation le plus vite possible. Alors, tout à l'heure, Pépin disait quelque chose en disant, mais Gbagbo est rentré sans Blé. Mais ça ne dépendait pas de Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo, c'est pas Gbagbo qui délivrait les passeports. Ce fut même l'objet, n'est-ce pas, de la rencontre que certains n'avaient pas compris entre Laurent Gbagbo et Ouattara. Quand Gbagbo rentre, il met un point d'honneur d'aller rencontrer Ouattara, il lui dit vraiment, maintenant je pense qu'il faut qu'on ait le courage de tourner cette page douloureuse. Et pour cela, il faut qu'on pose un certain nombre d'actes qui vont dans le sens
une certaine décrispation de notre société. Vous dites que Gbagbo aurait joué un rôle dans l'attribution de ce passeport finalement? De toute façon, il a demandé avec insistance. Et il ne s'est pas limité à Ouattara. Quand vous avez le communiqué du Parti des peuples ivoiriens, le peuple africain Côte d'Ivoire, signé par Konan Kantina hier, il salue, n'est-ce pas, cette remise de passeport à l'ancien ministre Charles Blé Goudé, et ils insistent dans leur demande en demandant de retour de Guillaume Soro. Or, quand on connaît le rôle trouble et dangereux, dramatique de Guillaume Soro pendant cette période-là, surtout dans le camp qui demande son retour aujourd'hui, il faut voir la hauteur d'esprit et puis cette volonté affichée par ce parti de déclencher vraiment le processus de réconciliation. On ne se réconcilie qu'avec quelqu'un avec qui on a eu des problèmes. On ne se réconcilie pas avec quelqu'un avec qui on n'a jamais eu de problème. Donc, c'est parce que ces gens-là étaient en situation de belligérance à un moment donné qu'il fallait que le moment est venu pour que tout le monde s'asseye et pour qu'on essaye de régler ce problème. Après justement avoir obtenu son passeport patient parfait, l'une de ses premières prises de parole est un acte de gratitude, du moins il témoigne sa gratitude, pas envers le président Gbagbo, mais il dit, je vais le citer, toute ma gratitude et ma reconnaissance pour l'implication personnelle du président Alassane Ouattara dans le processus de mon retour en Côte d'Ivoire, donc une étape importante pour la réconciliation nationale. Mais vous savez, ça fait les choux gras. C'est politique. Au niveau de la toile, parce que il y a ces déclarations de Blé, mais il y a aussi la photo. La célèbre photo, parce que au niveau de la photo, derrière, il y a le grand portrait d'Alassane Ouattara. On rappelle quand même, on est à l'ambassade. Mais c'est ça que les gens beaucoup de gens n'intègrent pas. C'est-à-dire, nous sommes à l'ambassade et peut-être que c'est de manière délibérée qu'on l'a amené à faire cette photo à cet endroit précis, sachant qu'il devait avoir ça. Dans tout acte comme cela, chacun essaie de pousser des pions à son avantage. Il faut bien comprendre que bon, pour Ouattara, ça fait bon. Mais la déclaration de Blé, elle est d'abord politique. Il ne faut pas rentrer avec l'impression qu'il y a le couteau entre les dents. À côté de sa prospective aussi. Oui, il faut décrisper la situation. Et la réalité aujourd'hui, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer. Celui qui dit la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Donc, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas le voir. À moins que vous soyez dans une situation où vous dites que de toute façon, si je mets les pieds à Abidjan, je reprends les armes. Ou bien je prends les armes. Alors là, est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Donc, je pense que l'histoire va juger les différents acteurs de cette période. Voilà. Maintenant, il faut encourager les uns et les autres d'aller vers une réconciliation réelle. Pourquoi? Parce que sans réconciliation, sans paix, sans comment dire ça, décrispation de cœur, la Côte d'Ivoire ne pourra pas décoller. Et c'est ce qu'on reproche au régime actuel. C'est-à-dire que certains d'entre eux sont restés avec des logiciels d'une guerre qui n'a plus droit d'exister et qui n'a plus son nom. Ça veut dire qu'il y a eu le rattrapage ethnique de M. Ouattara dont nous avons beaucoup condamné. Mais il faut que les différents acteurs, surtout de son propre camp, comprennent que la page de la crise post-électorale est tournée et qu'il faut maintenant il faut aller de l'avant. C'est pour ça que je salue vraiment la lucidité et le parti des peuples ivoiriens Côte d'Ivoire, dirigé par Laurent Gbagbo et son secrétaire général, mon ami Damana Diapikas, qui dans toutes les tournées qu'il fait actuellement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est la réconciliation. Mais vous savez que, pour moi, patient parfum de Messie, j'ai énoncé, n'est-ce pas, le déroulé de cette dynamique, pour moi, qui doit commencer par la vérité. D'accord. Il faut qu'on s'asseye autour d'un grand feu, comme les Africains disent, et qu'on se dise la vérité. Après que cette vérité se soit dite, que chacun passe par la justice, de telle manière que chaque parti puisse assumer ses responsabilités dans ce qui s'est passé. Et après, maintenant, la justice, nous pourrons arriver à la réconciliation. C'est un processus qui va prendre ce qui prendra comme temps, mais il faut absolument qu'on aille vite pour essayer de liquider ce cauchemar, c'est comme ça que je l'appelle, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, et pouvoir aller de l'avant. Voilà. Maintenant, les gens qui essaient de mettre du feu, d'envenimer la situation, parce que dans tous les cas, hein, je suis obligé de le dire, et dans le camp de Dramane Alassane Ouattara, et dans le camp même de certaines Gors, Gbagbo ou rien, et dans le camp de Blé Goudé, et dans le camp de ceux qui veulent manipuler la première dame, l'ancienne première dame, Madame Simone Yves Gbagbo, il y a tout ça. Mais nous, les Africains, qui vont à la Côte d'Ivoire, qui se sont battus contre l'injustice qui a frappé la Côte d'Ivoire, nous avons un seul vœu
c'est que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité et joue le rôle qui est le leur dans cette sous-région aujourd'hui et dans l'Afrique de manière générale. Ok, Blé Goudé retourne donc, du moins est en route pour la Côte d'Ivoire, son pays natal. Avec quelles intentions rentre-t-il? Tel est le cœur même du débat de ce matin. On rappelle que du 7 décembre 2010 au 11 avril 2011, il fut ministre de la Jeunesse et de l'Emploi et de la Formation professionnelle sous l'ère Gbagbo. Gbagbo qu'il a laissé à La Haye, qui est rentré au pays. Alors, je vous pose la question, docteur Béni-Chris, et c'est une question qui revient. Sera-t-il toujours pro-Gbagbo, lui qui a défendu le président et son mandat lors de la contestation de 2011, ou alors la prison, la case prison, l'a peut-être un peu assagie? Qu'en est-il? Quelle lecture peut-on faire justement de l'avenir politique de Blé Goudé alors qu'il est en route pour son pays? Ben, merci beaucoup. Vous savez, quand on parle de la Côte d'Ivoire, moi je suis très sensible. Pourquoi? Parce que toute cette période trouble dont on parle aujourd'hui, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Donc j'étais témoin des événements qu'a subi la Côte d'Ivoire durant toutes ces périodes de grandes turbulences politiques et d'ingérence extérieure. Parce qu'il faut le dire à haute voix, c'est en grande partie parce que il y a une puissance qui voulait à tout prix s'immiscer dans les affaires intérieures, la Côte d'Ivoire, que nous avons connu ce que nous avons connu. Déjà, je m'inscris dans l'ordre de ce que Parfait a émis comme vœu en tant que panafricaniste. Tout ce que nous souhaitons, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Et la paix, alors la paix, il faudrait que les auteurs ou les acteurs politiques ivoiriens puissent dépasser leur ego pour parvenir à cette unité, d'autant plus que la Côte d'Ivoire en a beaucoup souffert. Mais ce qu'il ne faut pas écarter, c'est le fait que la Côte d'Ivoire constitue aujourd'hui une véritable bombe à retardement pour des événements que ce pays a subis et dont le contentieux n'est pas encore soldé. Voyez-vous? Donc, le retour de Blé Goudé, c'est, oui, un événement parce que Blé Goudé fut un acteur majeur dans ces pays et au moment des circonstances qui les ont conduits à la CPI. Blé Goudé, c'était la machine de guerre de Laurent Gbagbo. C'est une machine de mobilisation de la jeunesse. On l'appelait le général de la rue. Le général de la rue. Ouais. Bon, moi, je n'ai pas de Blé Goudé parce que je les connais personnellement, c'est un ami. Donc, je ne veux pas prendre de position. Je connais bien de quoi je parle. Je connais Blé Goudé personnellement. Je connais Guillaume Soro personnellement. Donc, je parle de l'avenir politique, puisque c'est de ça que vous m'avez posé comme question. Exactement. Ben, l'avenir politique de Blé Goudé est connu. Il a déballé son programme politique, sa vision de la Côte d'Ivoire de demain, et vous allez constater que la vision politique de Blé Goudé commence par la réconciliation nationale. D'accord. Est-ce que justement on peut lire cet avenir politique dans les prises de position qui ont suivi l'octroi de son passeport? Et la première, si ce n'est la seule à avoir réagi, c'est quand même Simone Elisabeth Gbagbo. Est-ce que la rupture est donc consommée avec son mari? Est-ce que le poulain du mari d'hier se rangera avec la frange? À moins qu'on n'accepte pas l'évidence. Elisabeth Gbagbo n'est plus avec Laurent Gbagbo. Justement. C'est clair. Blé Goudé n'est plus avec Laurent Gbagbo parce que Blé Goudé a créé son parti politique. Peut-être je ne sais pas si c'est une chose qu'on va vous dire. Blé Goudé a créé son parti politique. Il est aujourd'hui président d'un parti politique. Il a une vision et il a des ambitions pour briguer la magistrature suprême dans les élections prochaines. Donc Blé Goudé, c'est un homme politique qui s'affirme. Et je vais vous dire quelque chose. Lors de négociations de Ouaga, nous avons été parmi ceux qui ont vraiment alors contribué à ce qu'il y ait la paix entre les deux partis. Mais lorsque les élections se tenaient, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire exactement 2 jours avant les élections. Je suis allé au Ghana. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des informations selon lesquelles la France voulait mettre ces pays à feu et à sang. Nous sommes allés voir le président Laurent Gbagbo. Nous lui avons dit, président, ne vous présentez plus aux élections. Et c'est même une occasion de le dire parce qu'il est libre aujourd'hui. Nous lui avons dit, président, ne vous présentez plus à ces élections. Parce que la France veut mettre ces pays à feu et à sang. Laissez Blé Goudé se présenter dans ces partis. Parce que Blé Goudé était la personnalité qui était la plus célèbre à ce moment-là.
Et Blé Goudé avait les consensus de la jeunesse. Nous savions qu'il y aurait manipulation des urnes. Ce qui a été le cas, parce qu'il faut se le dire. Mais seulement, si Blé Goudé pouvait se présenter avec la popularité dont il incarnait à ce moment-là, ça aurait été difficile au camp opposé de manipuler les élections des urnes. Ce qui aurait laissé le choix à la France, n'est-ce pas? Parce que Blé Goudé, ce n'est pas Gbagbo. Donc, il aurait pu avoir d'autres manœuvres. Moi, j'ai dit des choses dont j'ai participé. J'étais en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Il y a des gens qui parlent de la situation, ils étaient à l'extérieur. Nous, on était à l'intérieur du pays à ce moment-là. Et on a vécu comment les armées françaises faisaient même la patrouille dans la ville d'Abidjan. On a vécu des choses qu'on ne peut pas vivre dans un pays qui se dit être souverain. Donc, il y avait la volonté manifestée de la France de saboter ces élections. Et la France était précis et clair qu'il ne fallait pas que Laurent Gbagbo brigue un autre mandat parce qu'il avait fait 10 ans dans les conditions que nous connaissons, des tentatives de coup d'État, de déstabilisation, etc., où on lui a même imposé une fois de démissionner par la force, de signer sa démission. Il a refusé. Donc, nous avons estimé, jeunesse panafricaine, qu'il était temps que Laurent Gbagbo cède la place parce que c'est sa tête qui était visée. Mais malheureusement, là encore, c'est son clan. Je ne vais pas citer des noms ici, la plupart sont en exil. C'est la plupart des gens qui étaient même de son propre clan qui l'ont dissuadé à ne pas se présenter. Ils lui ont dit de se présenter, voyez-vous. Donc, il y a cette mutation-là dans l'homme Gbagbo. L'homme Gbagbo, c'est un socialiste à la base. Gbagbo est devenu panafricaniste. D'ailleurs, il l'a prouvé lorsqu'il a créé son mouvement. Mais c'est un socialiste à la base. Il est devenu panafricaniste par la force des choses et par les soutiens que les Africains ont apportés à ces pays et la clairvoyance de la situation ivoirienne par les Africains qui ont soutenu cette transition difficile qui a de la peine à accoucher la tranquillité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas dans la paix. Il faut se le dire. La situation économique en Côte d'Ivoire est catastrophique. Malgré l'injection de milliards et de milliards d'endettement du FMI et de la Banque mondiale dans ces pays, la vie sociale en Côte d'Ivoire est devenue très insupportable pour les Ivoiriens. Le coût de la vie est devenu insupportable. Mais le président Ouattara a investi massivement. Il a même changé Abidjan. Si tu vas à Abidjan aujourd'hui, j'y étais. Mais ce n'est pas Abidjan d'hier. Il a fait énormément de choses. Mais malheureusement, à quel prix? Il n'y a pas... La réconciliation nationale ne l'est pas. La constitution ivoirienne n'est pas respectée. La classe politique est désunie. Totalement désunie. Défigurée même, à la limite. Ce pays est devenu une dictature, il faut se le dire. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas ouvrir la bouche, on va te couper la tête demain. Donc, il faut se le dire aujourd'hui. Le retour de Blé Goudé, c'est le lieu de dire aux acteurs politiques ivoiriens qu'il est temps de faire la paix. Les Ivoiriens en ont trop souffert. Il faudrait maintenant faire la paix parce que la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays est un pays qui pèse lourd dans la définition du continent. Il faut donner à ce pays une gouvernance crédible, une gouvernance acceptable par tous, une gouvernance qui permet à ce pays de respirer et de vivre de toutes ses potentialités. Donc moi je crois, je vais chuter par là. Oui, chuter en répondant à cette petite question rapidement. Est-ce que vous pensez donc, selon toutes vos analyses, que dans les prochaines années, le visage de Blé Goudé, 50 ans aujourd'hui, sera celui avec lequel il faudra compter pour la vie future, pour la vie politique future de Mais je vous le dis qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, s'il y a une figure politique sur laquelle il faut compter, c'est Blé Goudé. D'accord. Et je vous le dis sans embâche. Parce que quand vous lisez la vision politique de Blé Goudé, il vous explique ce qu'il pense faire de la Côte d'Ivoire de demain. Et je vous l'ai dit, c'est un héritier légitime de Laurent Gbagbo. Moi, je pense que Laurent Gbagbo, parce que quand vous parlez de Blé Goudé, vous parlez de Guillaume Soro, ce sont les enfants fabriqués par Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo qui porte ces enfants, qui leur donne la formation politique qu'il faut et qui leur donne la carrure qu'ils ont dans la politique aujourd'hui. Merci. Moi, je pense que Blé Goudé, c'est la figure sur laquelle il faut compter, nous, pour l'avenir politique. Et qui pourra perpétuer la vision qu'avait incarné Laurent Gbagbo. Alors justement, Christelle Fanga, est-ce que ce Blé Goudé d'hier, emprisonné, ou alors ce Blé Goudé de 2011 est le même en 2022? La hargne avec laquelle il s'est démarqué sur la scène politique ivoirienne, on le surnommait d'ailleurs le général de la rue, n'était-elle pas atténuée un peu avec les différentes contraintes et les différentes situations par lesquelles il est passé? A-t-on toujours ce même Blé Goudé soucieux des intérêts de son pays? Quel est le Blé Goudé qui rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Permettez-moi d'abord de dire une chose à Denis Chris. Il ne faut pas comprendre la propagande des Français.
La Côte d'Ivoire n'est pas la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Vous parlez d'un pays, de l'Afrique de l'Ouest, il y a un pays qu'on appelle le Nigeria. Parce qu'on nous vante ça tous les jours. Oh, la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, où le Nigeria se trouve. C'est la première économie. Première économie d'Afrique. Et les Français viennent nous rabâcher les oreilles tous les jours. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays, moteur économique. Non, c'est les Français. Ils parlent de la zone, c'est des pays CFA. Je parle de la zone CFA. Ok, la précision. Il n'a pas dit. La précision valait la peine. De l'UEMOA. Monsieur Bikaï. Oui. À chaque fois, on entend ce mot. Première économique de l'Afrique de l'Ouest. De l'UEMOA. Précision. Non, il n'y a aucun pays qui a le poids économique de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA. Non, là, quand c'est précisé, on peut continuer. Parce qu'il y a deux associations, il y a l'UEMOA, il y a la CEDEAO qui sont à l'intérieur de cette zone. On est tous d'accord. d'Afrique. Donc, il faut arrêter de faire croire que la Côte d'Ivoire est un gros éléphant. Parce que ça a été gonflé par RFI, par France 24 et tous ces pseudo-économistes-là qui ne valent absolument rien. La preuve en est, M. Ouattara a conseillé 121 pays. Tous les 121 pays sont dans la pauvreté. Sont dans l'indice de pauvreté la plus. Donc, c'était lui le conseiller économique. Les résultats sont... Merci Christelle Fanga pour la précision. Merci. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est pour dire... C'est une précision. C'est pour dire que... Somme toute utile. Voilà. C'est pour dire que... Quel est le blé goudé qui rentre en Côte d'Ivoire maintenant? Vous savez pourquoi Blé Goudé est d'abord resté là-bas? Dites-nous. Tout le monde est rentré, non? On ne voulait pas que Blé Goudé rentre parce que c'est lui la vraie avenir de la Côte d'Ivoire. Qui ont? Les pouvoirs du Ouattara, pour être précis. Mais tout le clan qui s'est entendu. Parce qu'il y a eu des réconciliations de nuit. En dehors des réconciliations du jour qu'on voit. Le seul qui a refusé cette réconciliation de nuit, c'est Blé Goudé. Oui. Il y a eu des réconciliations de nuit où des gens se sont assis, on a dit, ok, vous revenez, vous ne parlez plus. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un procès qui a été mené. On a dit, monsieur Laurent Koudou-Gbagbo Blé Goudé, vous avez tué les Ivoiriens pour rester au pouvoir. La CPI, qui est la Cour pénale internationale, où il y a les plus grands juges de la terre, c'est-à-dire les plus intelligents qui maîtrisent le droit du ciel et de la terre, n'est-ce pas? On dit que c'est Gbagbo, ils ont pris Gbagbo et ils ont fait les enquêtes jusqu'à ce qu'on dise que aujourd'hui Gbagbo et Blé Goudé n'ont rien fait. Alors, dans un procès, si ce n'est pas Bikaï, c'est Fanga. Si ce n'est pas Fanga, c'est Ndom. Si ce n'est pas Ndom, c'est Rim. Si ce n'est pas Rim, c'est Béni Chris. Un point, un trait. Donc maintenant, la plus grande responsabilité maintenant, c'est de trouver qui a tué les millions d'Ivoiriens. Et celui qui est prêt à venir remettre ce procès, parce que le procès ne va pas s'arrêter là. C'est ce que les gens veulent éviter en faisant croire que non, il y a réconciliation. Ils se cachent derrière le mot réconciliation pour dire que le procès ne va pas continuer. Et vous savez que la personne qui porte le projet de réconciliation n'est pas forcément les acteurs politiques. C'est un pays, le pays assassin, qui a monté tous ces gens-là, qui ne veut pas qu'il y ait réconciliation. En fait, qui veut vendre le mot réconciliation aux Ivoiriens. Parce qu'il ne faut pas que la vérité sorte. La vérité qui est pourtant un préalable à la réconciliation. Alors, justement... Vous savez que si aujourd'hui le procès continue, les différents acteurs sont déjà libres, non? Gbagbo est libre, acquitté, libre, Blé Goudé libre. Maintenant, qui a tué les Ivoiriens? C'est la question qu'il faut répondre. Alors revenons justement sur quelque chose d'intéressant que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est ce que vous avez appelé ces ententes de nuit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et c'est ça le but de ma question. Quel est le Blé Goudé qui revient au pays, qui est tout content de revenir? Est-ce le même qui est parti à La Haye avec toutes ses valeurs? Est-ce que c'est le même qui revient à Abidjan aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. On l'a torturé moralement, même après son acquittement, pour qu'il cède aux ententes de nuit. Que, monsieur, vous revenez et vous restez tranquille. Monsieur, vous revenez, vous ne mobilisez plus la jeunesse. Monsieur, vous revenez. Et comme c'est un fin politicien, parce qu'aujourd'hui il a mûri,
50 ans quand même, hein, maintenant. Bien sûr, il a grandi, ce n'est plus la même fougue. Parce que vous savez, la jeunesse a une façon de faire les choses. Maintenant, quand vous avez appris beaucoup de choses, vous savez, Ndom ne peut pas parler comme moi. Vous voyez un peu, il parle avec beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue et de réserve. Beaucoup de réserve et tout et tout. Ça, c'est quelqu'un qui a mûri, quelqu'un qui a eu des expériences, qui sait arrondir les bords, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois que Blé Goudé a acquis cette sagesse-là où il faut savoir arrondir les bords, n'est-ce pas? Alors, s'il sait arrondir les bords, ça veut dire que c'est le même Blé Goudé qui revient, mais avec des bords arrondis. Est-ce dans le même? Est-ce dans le même? C'est le même. Même Pépin Mikaï. C'est le même. Est-ce que l'obtention du passeport de Blé Goudé actuellement pour son retour dans la Côte d'Ivoire est le parchemin de compromis de Blé Goudé? Non, en fait, on va éviter cette question. Hein. Il ne faut pas l'éviter, il faut en parler. Et justement, en griffe, justement, derrière cette question se cache une autre. Est-ce que la création d'un autre parti par le président Gbagbo fait aussi partie de ces choses qui ont été scellées lors de la signature de son retour aussi? Moi, je pense qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que ne tournez pas, ce n'est pas un tchoubouk. C'est-à-dire que le jeu, c'est la passe pour qu'il y ait but. Il est arrivé un temps où le président Gbagbo doit céder la main. C'est tout. Je pense qu'il est en train de brouiller les pistes et de ne pas vouloir dégager rapidement son héritier politique. L'arrivée de Blé Goudé en Côte d'Ivoire est teintée d'un avenir politique prometteur. Pour lui, pour Blé Goudé. À moins qu'il ne puisse pas s'engager sur cette voie-là. Sur les traces de Laurent Gbagbo? En fait, sur les traces de Laurent Gbagbo, non. Mais Gbagbo, tel que je vois son déploiement actuel, risque de faire de l'ombre. Il risque de compromettre cet avenir politique de Blé Goudé. Et on va arriver à un choc. Ce n'est pas un hasard si Simone est sorti. Parce qu'en réalité, ce sont des camps à rallier au désormais. Et puis Blé Goudé a fait une déclaration après la remise de son passeport. Il dit, pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on la découpe. On l'a découpé. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire, cette phrase. Et puis c'est quelqu'un qui est purement africain. Teinté de sagesse. C'est clair. Il s'exprime toujours dans la codification de sa syntaxe d'expression. Pour réclamer le poulet, l'aile du poulet, il faut être là où on la découpe. En fait, on découpe l'aile, quoi. C'est ça. Et cela veut dire que... Il rentre réclamer l'aile? Non, attention. L'aile, ce n'est que... C'est une métaphore. Je comprends. Cela veut dire que... Il veut le poulet entier. Est en liste pour 2025. C'est clair. Je vous dis, la classe politique ivoirienne actuellement est presque en lambeau. Ce n'est pas l'heure de le dire. Les leaders se sont rapidement estompés. La mort d'Amba, la mort de Gon Coulibaly, la récente disparition du président de l'Assemblée nationale. La plupart des leaders de 2011 ou de 2002 qui accompagnaient Ouattara ont jeté les chines. Si bien qu'aujourd'hui, ils se retrouvent presque seuls. Si Ouattara n'est plus là demain, je ne vois pas qui peut rassembler dans son camp et être capable de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Il y a forcément un besoin de rattrapage en termes d'establishment pour gérer la Côte d'Ivoire. Ça a été fait, mais ça a également été mal fait parce qu'en réalité, ce qu'on dit dans le circuit de la diplomatie internationale, c'est que la plupart de ceux qui essaient de représenter la Côte d'Ivoire aujourd'hui jouissent d'une incompétence, même en termes professionnels. C'est pas moi qui le dis, parce qu'en réalité, le gros des effectifs de l'administration ivoirienne qui se déploie à travers le monde a été décapité après 2012. Et cet effectif ne se recrutait pas forcément du FPI, parce que les gens l'oublient. Plusieurs gars ont rejoint Gbagbo sortant du mouvement des oufouettistes, du PDCI, dans l'optique, parce qu'en réalité c'était un conglomérat de compétents qui sont réunis tout autour de Gbagbo pour pouvoir relever la Côte d'Ivoire, secteur après secteur, pan de l'économie après pan de l'économie. Parce que je me suis rappelé que... Non, déjà, c'était l'obligation de l'accord de Ouaga qui avait permis que... Non, avant l'accord de Ouaga,
l'ancien président du Conseil économique ivoirien, qui était un oufotiste. Oui. Voilà, il n'a pas attendu. De Neuf Fologo. Voilà, Fologo, je pense qu'il est décédé. Il n'a pas attendu l'accord de Ouaga pour rejoindre Gbagbo. C'était l'un des piliers. Ils sont nombreux comme ça. Moi, je ne connais pas bien l'environnement sociopolitique, en fait, nominal de la Côte d'Ivoire comme vous. Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé. Mais, avec la lecture extérieure, ces cadres n'ont pas attendu l'accord de Ouaga ou quoi que ce soit pour venir accompagner Gbagbo dans son projet. Et malgré les coups d'État et les crises à répétition, la Côte d'Ivoire ne se portait pas si mal que ça. Il faut le dire clairement. Donc aujourd'hui, on a cette incompétence là qui est teintée par le fait que le projet le plus abouti, c'est la réconciliation. Mais ce projet le plus abouti qu'est la réconciliation cache une certaine incompétence, une mainmise sur l'économie ivoirienne, une patrimonisation de l'économie ivoirienne avec des noms qui reviennent. Parfois, ces noms-là ne représentaient rien il y a 15 ans. C'est-à-dire c'était des cartésards, comme la plupart d'entre eux. Il y avait les vendeurs d'oignons. Voilà. Aujourd'hui, après la victoire, on revient. C'est quand même curieux. Quels qu'en soient les cas, il faut savoir passer l'éponge et puis ne pas refuser de faire fi de cette critique-là. La Côte d'Ivoire est un grand pays avec parfois une ressource humaine comparable à ce qui est utilisé de mieux dans le monde entier. Donc, Blé Goudé, pour rester dans son cas, est dans cette optique-là. Ça va forcément se faire par des consensus, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique radicale ne mène à rien. Parce qu'au bout, il y a à peu près 3000 Ivoiriens qui ont été tués en 2011. Officiellement. De manière officielle. De manière officieuse, on caracole les 5 à 20 000 personnes qui ont été tuées. Et ces personnes qui ont été tuées ont été innocemment tués parce qu'ils ont voulu accompagner la bataille des politiciens qui, eux, sont vivants aujourd'hui. Donc, il faut qu'on ait cette responsabilité de savoir que la petite guerre des politiques a entraîné la mort des innocents. Et qu'il faut qu'on sorte de là. C'est la raison pour laquelle la réelle politique est convoquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La sincérité. Forcément, le projet de réconciliation est quelque chose que nous souhaitons. Mais il y a plus. Parfait l'a rappelé tout à l'heure. Bon nombre des Ivoiriens, si vous voulez, comme vous n'aimez pas cette expression, les autochtones de la Côte d'Ivoire ont leurs biens confisqués. Pas des gens venus d'ailleurs. La présence de l'ami Blaise en Côte d'Ivoire n'est pas fortuite. Parce qu'il continue à entretenir cette milice qui a permis à ce que Ouattara arrive au pouvoir. Pour qu'on soit tout à fait raccord, c'est de Blaise comparé dont vous parlez quand vous dites l'ami Blaise, c'est ça? C'est cette expression qui est utilisée dans la diplomatie internationale. Ce n'est pas moi qui l'appelle l'ami Blaise. Il faut qu'on sache. Je pense qu'il y a les discours qui fleurissent sur Internet. Le président Chirac, le président Sarkozy, tout le monde l'appelait l'ami Blaise. Allez savoir pourquoi on l'appelait l'ami Blaise. Voilà. Alors justement, pour rejoindre un peu ce que vous dites, l'avocat Bricalvert de Claver de Blé Goudé dit de lui qu'il n'est plus dans la précipitation, il est dans la patience. Alors, de quelle crédibilité peut-il donc jouir dans ce pays qui a tant besoin de révolutionnaires? Non, en fait, il bénéficie de son passé, de cette période entre 2002 et 2011, jusqu'à son exil au Ghana, et puis sa déportation en 2013, et puis son transfèrement à la CPI. Il bénéficie de ce passé-là. À côté de ça, il s'est assagi. 50 ans aujourd'hui, ce n'est plus l'âge de la précipitation. Je pense que c'est pour la raison pour laquelle son maître Calvert essaie de mettre ça sur... À côté de ça, c'est que Blé Goudé, c'est aussi un enfant des médias. C'est-à-dire, il a conçu sa popularité et son aura sur un temps bien précis. Et on peut être capable de pouvoir faire une jonction aujourd'hui entre l'ancien Blé Goudé sur le plan de la communication et le nouveau. Présentement, il n'a pas encore eu le temps de pouvoir communiquer dans un média africain, mais pour la plupart des communications qu'il a eu à faire, il a fait dans les médias internationaux. Et là, on a senti une sorte de maturité qui revient à chaque fois qu'il prend la parole. On a senti un refus de positionnement. Parce qu'il faut le dire. Il a refusé de prendre parti pour tel ou pour tel. Mais quel qu'en soit les cas, l'avenir nous le dira. Le président Gbagbo a l'obligation, pour qu'il entre définitivement dans l'histoire, de céder la passe pour qu'il y ait but à son jeune fils,
qu'on appelle Blé Goudé. Le peut-il? C'est impératif. Le peut-il C'est très seulement? important par rapport à ce que les deux hommes ont eu à vivre ensemble. Exactement. Oui. Et Alors, maintenant, s'il y a des négociations de nuit, de jour, Il y a eu il faudrait que les Ivoiriens eux-mêmes comprennent que désormais, un certain nombre doivent être bannis de la scène politique. Laurent Gbagbo, Ouattara, comment on appelle le président du PD? Henri Konan Bédié. Ces noms doivent être naturellement bannis. Ce sont des reliques du passé désormais. Pour laisser la place à une nouvelle génération de leaders. Alors, Il y a eu incarne-t-il... séparation à la CPI. C'est clair. C'est Blé Goudé qui lavait les habits de Gbagbo. Je ne veux pas le dire. C'est lui qui parce que faisait... Non, il faut dire la vérité. Moi, j'étais pas à la CPI. Non, écoutez, je suis c'est lui qui faisait son repas. Après 1 an ou 2 ans, on l'a chassé comme un malpropre. Il n'entrait plus dans... Il n'était plus en contact avec le président Gbagbo. Oui, mais c'est la deuxième épouse de Gbagbo qui a fait tout ça. Ah Qui ignore ça? Et vous comprenez, parce qu'il y a eu des ententes de nuit. Oui, c'est la raison pour laquelle elle n'a jamais été inquiétée. On va revenir sur les potentielles alliances qui attendent Blé Goudé lorsqu'il sera retourné définitivement dans son pays. Mais en attendant, continuons à nous projeter justement sur le personnage. De quel poids politique pèse-t-il aujourd'hui Blé Goudé? Peut-on rester, comme le disait Pépin Bikaï, sur ses anciennes gloires de cet activiste syndicaliste jeune fougueux? Aujourd'hui, à 50 ans, est-ce qu'on peut véritablement compter encore sur lui? Pèse-t-il véritablement sur la scène politique? Bon, je suis très étonné. Comme moi, des détails que... Ouais, que Christelle... de certaines certitudes que Christelle Fonga... Je suis très étonné. Je partage votre étonnement. Je pense que nous parlons à un public sérieux. Et pour cela, nous devons être sérieux sur un plateau aussi sérieux que celui-ci. Quand vous n'avez pas de certitude sur certaines choses, il faut être modeste. Il faut être un peu limité. Il faut parler très loin parce que une autre réalité peut vous confondre demain. Il faut faire attention, premièrement. Deuxièmement, je suis aussi très étonné d'entendre mon jeune frère, le docteur Beni Chris, qui postule pour être le prochain président du Congo, parler de la politique... Congo-Kinshasa. Oui, Congo-Kinshasa, évidemment. Parler de la politique et des organisations politiques en lutte avec autant de légèreté. Il faut faire attention. Quand on parle de président Paul Biya, quand on parle de tout ça, c'est des machines. Ce n'est pas parce que vous êtes venu voir Pépin Bikaï que vous croyez forcément que ce que vous l'avez dit, il va appliquer ça à la lettre. Il a toute une organisation avec des projections. Vous comprenez? Premièrement. Deuxièmement, la question de la Côte d'Ivoire. Quand j'entends les gens dire il suffisait que Gbagbo se mette à côté et comme quelqu'un d'autre, cette personne aurait pu gagner les élections. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a dit depuis plus de 10 ans, vous n'avez rien retenu. La France avait décidé d'installer Ouattara au pouvoir, point. Point final. Et c'est pour ça qu'ils ont marché sur les milliers de morts. La France et la communauté internationale avaient décidé d'installer Ouattara au pouvoir, point. Sarkozy est venu à la télé, tout le monde a vu, non? Il a été clair. Vous avez déjà vu un truc comme ça, une petite crise post-électorale. Toi, tu dis que tu as gagné. Moi, je dis que le canton le voit. Et tu vois tout ce random militaro, politico et médiatique qui se met en place. Au point de marcher sur des tas de milliers de morts. D'humilier un chef de l'État, de bombarder un palais présidentiel. D'impliquer l'ONU. On a vu les troupes de l'ONU transporter les armes. Vous croyez que c'était la blague? Les enjeux étaient très forts. Depuis la communication de M. Choi. Monsieur, il a disparu. Wangji Choi, ce mercenaire là. Il a disparu. mais vous blaguez ou quoi? Ce n'était pas la blague, mes chers amis. Ce n'était pas la blague. Gbagbo a dirigé un pays qui était pratiquement coupé en deux pendant plus de la moitié de son mandat. Vous l'oubliez? La présence en Côte d'Ivoire de 43e Bima, cette force d'occupation française là, ça ne vous dit rien? Vous avez déjà vu ça? On rappelle qu'elle n'est pas permanente et que elle est issue justement des contrats signés. Quel contrat? La France a signé des contrats avec la France. Il y avait quel contrat pour installer cette base militaire française là? Gbagbo a demandé son départ, ils ont dit qu'il ne part pas. Il n'avait pas la force, c'est avec lui qui commence à constituer une armée, il n'avait rien. Donc il faut faire attention avec ces choses là. On peut questionner la stratégie de Gbagbo d'aller aux élections
avec une partie du pays qui est coupée en deux et qui est armée. On peut questionner ça. Mais les pressions étaient telles qu'il faut redire Thabo Mbeki, qui dit que sa plus grosse erreur, c'est d'avoir mis la pression sur Gbagbo pour qu'il accepte d'aller aux élections. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on peut gérer ou bien qu'on ne peut pas gérer. Maintenant, au sein de FPI, qui est devenu le parti du peuple ivoirien Côte d'Ivoire, attention, il y a de la FPI ressource. existe, tu vois. Non, j'ai dit l'ancien. L'enveloppe est récente, les mains de l'autre. On n'a plus d'essentiel. Ça, c'est la parole du président Laurent Gbagbo. Oui. Et il y a de la ressource, mes chers amis. Il n'y a pas que Blé Goudé, attention. Il y a de la ressource. Il y a de la ressource même des gens originaires du Nord. Parce qu'à un moment donné, c'était on ne veut pas de moi parce que je suis nordiste, on ne veut pas de moi parce que je suis musulman, parce que je porte les boubous et les gandourans. Je dis même les gars originaires du Nord qui sont dans le groupe là, dans le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, il y en a. Il y a de la qualité. Et je vous dis, je vous répète, vous m'avez posé la question, je crois, avant-hier, que, président, je vous ai répondu que dans un groupe politique, est-ce qu'on fait la division du travail? Il y a des gens qui sont faits pour venir parler sur le plateau comme ça, comme nous. D'autres qui réfléchissent sur les questions économiques. D'autres qui réfléchissent sur les questions sociales. D'autres qui sont des politiques pures, que vous ne verrez jamais sur les plateaux, mais qui, le moment venu, le parti va mettre en mouvement, et vous allez voir comment ce monsieur-là maîtrise les médias, et l'économie, et le social, et tout, et le droit, et tout, et tout. C'est ça un parti politique. Donc, n'allons pas vite en besoin, mes chers amis. Je ne vais pas donner l'impression de faire la promotion de certains. Mais moi, je vous le dis, il y a de la ressource dans ce parti, premièrement. Deuxièmement, Gbagbo n'est pas rentré en Côte d'Ivoire pour dormir. Moi, j'ai suivi de bout en bout sa dernière tournée à l'Ouest. Il n'a pas été 30 vis de pouvoir. Il est allé très loin. Au point où les gens ont titré qu'il veut réveiller les morts, les démons de la division et de la guerre. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, ce que le peuple Ouer a subi, je pense qu'on n'a même pas encore pu faire le deuil de tout ce qui s'est passé. Mais il fallait avoir le courage de dire que ce qui s'est passé n'était pas juste. Ce n'était pas du tout juste. Maintenant, l'avenir de Blé, parlons de son avenir. Je pense que Blé sera obligé de faire de la politique, enfin. C'est-à-dire il va passer du stade de l'activisme au stade du politique. Parce qu'il sait, lui-même il sait, peut-être vous ne le savez pas, mais il sait qu'actuellement, il y a du répondant. Et en face, à son sein, attention, il y a du répondant. Donc il sera obligé de faire ce qu'on appelle de la politique. Parce que quand vous avez des gens de calibre, par exemple, de quelqu'un comme Awadon Melo, qui est le représentant du patronat russe actuellement pour l'Afrique, mon cher ami, c'est de lourd, hein. Ce n'est pas la blague, hein. Quand vous avez des gens comme Justin Koné-Katinan, mon cher ami, c'est de lourd. Et ils sont tous jeunes, hein. C'est par rapport de Gbagbo qui leur a donné un peu d'argent et des postes ministériels. Oui. Politiquement, ils ne représentent rien. Mon cher ami, il faut le dire. Ils peuvent se construire. Oui, ils peuvent se construire, mais ils sachent qu'il y a un Africain, un brillant Africain qui est en train de revenir en Côte d'Ivoire, qui a fait ses preuves politiques. Vous comprenez? Non, non. Donc, Blé n'a pas de preuves politiques. Il a que fait de l'activisme. Non, il a été ministre. Non, ok, merci. J'ai laissé pour les besoins du débat. Merci. On revient donc. Parfait, vous bon, oui, non, c'était pour dire que je suis désolé. Blé ne vient pas en territoire conquis. Non, premièrement. Deuxièmement, je suis désolé. Tout le monde est fabriqué par quelqu'un. C'est comme ça. C'est clair. Tout le monde est fabriqué par quelqu'un. Même Dieu nous a fabriqués. Même Dieu nous a fabriqués. Blé Goudé, lui, il a été fabriqué par qui? Vous connaissez la FECI à l'époque? Il y avait trois leaders. Vous connaissez qui est qui? Vous connaissez Blé? Certainement Soro, c'est tout. Mais il y avait un troisième. Vous savez qui c'était? C'était Damana Diapikas. Et ce n'est pas n'importe qui actuellement. Donc il faut faire attention. Hein. Cette affaire-là, ça remonte de très loin. Et c'est lui qui est l'actuel secrétaire général du nouveau parti. Donc je vous dis qu'il y a du lourd là-bas. Et au-delà de... Et Awadam, tu dis que c'est n'importe qui. Non, je c'est le gars. C'est n'importe qui. Non, il a dit c'est une fabrication. Mais tout le monde est fabriqué par quelqu'un. Merci. Actuellement, vous négligez le camp Ouattara. Mais dans le camp Ouattara, excuse-moi, dans le camp Ouattara, il y a un jeune, entre guillemets, qu'on appelle photocopie, qui est en train d'être fabriqué par son frère. Et qui est adossé sur le roseau de la finance internationale. Ne pas le prendre comme un danger en disant que quand Blé va venir, il va écraser tout ça.
mon cher ami, l'ancienne expérience de la manière dont Gbagbo a été violemment Percuté. expulsé du palais, dont vous La donnez série de des leçons idées aux autres. par rapport à... Donc moi je dis que ça, ce sont des choses, quand on discute comme ça, qui ne participent pas à décrisper l'atmosphère. Nous devons avoir une attitude qui décrispe l'atmosphère, parce que sinon, ça va être de la suspicion permanente entre ces différents acteurs politiques. Et on a vu où est-ce que la suspicion permanente nous a conduit. C'est-à-dire que l'inflation, même langagière, on a vu les gens qui n'avaient pas de retenue, même dans les médias, un peu partout, et qui ont conduit à ça, qui ont conduit à manipuler certains esprits, au point de conduire la Côte d'Ivoire dans cette impasse dans laquelle elle n'est toujours pas sortie. Si nous sommes des panafricains responsables, chaque fois qu'on peut, il faut toujours être dans le langage de l'apaisement et de la paix pour que, justement, on puisse faire de l'avant. De toute façon, c'est prouvé. Là où il y a la guerre, on recule. On n'a rien à faire. Là où il y a la paix, même quand il y a des injustices, comme c'est le cas du Cameroun, on avance. C'est ça le problème. Alors, c'est ça le problème. Merci, patient parfait. Le cinquantenaire, désormais, Blé Goudé, rentre au pays. Avec quelles intentions nous interrogeons justement les boules de cristal, au vu et surtout selon les analyses des experts de ce matin. Vous également, vous pouvez nous laisser vos différents points de vue et analyses sur notre page Facebook. L'émission est actuellement en live. Alors, on parle des alliances politiques potentielles, présumées, auxquelles pourrait s'associer le général de Larue. L'est-il resté d'ailleurs, ce nom qui lui a été donné du fait de son activisme actif. Alors, on a quand même le FPI qui a explosé, un nouveau parti de Laurent Gbagbo qui fut son parent à l'époque, Simone qui s'est retiré de son côté, Afingessan qui est resté avec les reliques du FPI. Où se situe véritablement, avec qui ira la loyauté de Blé Goudé? Restera-t-il dans les carcans de ceux qui l'ont formé? Sortira-t-il pour se faire une place au soleil? Dites-nous. Bon, je vais vous répondre de manière directe et puis essayer un peu de répondre à ce que Parfait vient de dire. Premièrement, Blé Goudé l'a dit clairement, il va faire son chemin en tant qu'homme politique. Donc, je ne suis pas le porte-parole de Blé Goudé, je suis juste un analyste politique, un panafricaniste. Il l'a dit lui-même, il assume ses propos. Il a dit qu'il va faire cavalier. Donc, il va gouverner sa vision jusqu'à arriver à la magistrature suprême. C'est sa vision à lui. Donc, moi je pense sincèrement que lorsqu'on parle des politiques, on a le devoir de dire aussi la vérité. La vérité, c'est que c'est la France qui a installé Ouattara. Nous sommes d'accord, mais après, la France n'avait pas installé Gbagbo. Gbagbo est resté au pouvoir pendant 10 ans, dans les conditions que nous connaissons. Beaucoup y ont été, comme moi. Moi, j'ai vécu certaines situations, près de 5 années de Laurent Gbagbo au pouvoir, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vécu donc ces choses-là en live. Voyez-vous? Mais je dis ceci. Au stade où nous sommes, je pense que la classe politique ivoirienne a échoué. Simplement. Pourquoi? Parce que, elle est incapable de réconcilier les Ivoiriens. De deux, elle est incapable de se surpasser. C'est-à-dire de laisser la Côte d'Ivoire être gérée par les Ivoiriens. Alors si on revient sur le point numéro 1, est-elle incapable ou ne veut-elle pas? Non, c'est parce que la France a la même issue sur ces pays. Mais comment elle est donc incapable? C'est la France à la même question. issue. Le veut-elle? Le veut-elle? Manque-t-elle les moyens? Attends. Quand on parle que la France qui mène la danse en Côte d'Ivoire, le rôle de cette élite-là, c'est quoi? C'est d'affirmer sa souveraineté, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de voir au Mali. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour le moment, le camp de Ouattara ne peut pas naviguer à contre-courant de la dictature de la France sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la France qui l'a installé Ouattara au pouvoir. Ça, ce n'est pas, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Et nous l'avons vu à Mondo Vision, ce que la France a fait. Les dire, ce n'est pas indexer la France. La France a été l'actrice principale de l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Et jusqu'aujourd'hui, si Ouattara modifie la constitution pour se maintenir au pouvoir, c'est encore par la bénédiction de la France. Dans la politique de réconciliation en vigueur en Côte d'Ivoire aujourd'hui, impulsée justement par le président Ouattara, on ne peut pas faire la réconciliation si on ne reconnaît pas que Ouattara est installé par la France et que la France contrôle la majorité des intérêts en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de un. De deux, il faut reconnaître que les gens qui ont été agressés, c'est ceux qui étaient au pouvoir. C'est ce qu'on devait écarter du pouvoir qui ont été agressés. Et donc, toutes ces victimes dont on parle là, Fangala dit ici, sans le dire ouvertement,
quand vous avez arrêté les gens. Je le disais, j'étais sur un plateau de télé avec Parfait et Célèbre de 5 ans. J'ai dit sur cette chaîne-là, les procès de Gbagbo et de Blé Goudé est un procès politique. Vous allez voir qu'ils seront relaxés quand Ouattara finira son mandat. C'était ça le deal. Quand Ouattara finit son deuxième mandat, n'est-ce pas qu'on a libéré Laurent Gbagbo? Je l'ai dit il y a 5 ans, sur un plateau. Parfait était sur le même plateau. Quand les 10 ans est arrivé, mais Ouattara ne veut pas laisser le pouvoir parce qu'il n'a pas préparé peut-être sa succession ou alors garanti suffisamment ses intérêts parce qu'il contrôle pratiquement plus de 80% du rouage économique de la Côte d'Ivoire. Son clan, il faut le dire ainsi. Bon, maintenant, nous avons des gens qui sont là, qui portent une certaine espérance, une certaine vision de la Côte d'Ivoire souveraine et indépendante. Blé Goudé en fait partie. Blé Goudé fait partie de cela. Laurent Gbagbo, c'est la figure de la Côte d'Ivoire libre, parce que, Parfait l'a dit, les raisons qui ont fait partie de Laurent Gbagbo, peut-être qu'on ne se les dit pas. Il y a beaucoup de choses. Gbagbo avait déjà dans son carquois les projets, par exemple, de sortie du franc CFA, de créer un franc ivoirien. Gbagbo avait dans son carquois, par exemple, le pétrole du Golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire a un réserve pétrolier énorme, on ne le dit pas. C'est tout ça là que Gbagbo ne voulait pas donner à la France. Donc c'est tellement des enjeux énormes qui ont conduit à cet état de fait. Et Gbagbo le sait bien. Aujourd'hui, le parti de Laurent Gbagbo incarne une grande dynamique. Mais jusqu'à quand l'Afrique sera-t-elle embourbée dans les conflits de générations? Quand une génération a déjà fait ses pas, a déjà fait ses marques, il faut laisser la continuité à une autre génération. On ne peut pas, n'est-ce pas, confisquer l'avenir de tout un peuple parce qu'on a un nom. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je peux te dire une chose pour chuter peut-être par là. Je dis que la capacité d'un bon leader est celui de se régénérer dans une génération qui vient après. Donc, un vrai leadership, c'est celui qui crée des leaders demain. Si nous sommes là, les Ouattara, les Gbagbo, les Bédier, nous sommes incapables de donner la possibilité à une autre jeunesse de porter notre vision et de continuer après nous. Mais nous avons échoué. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit bien que la Côte d'Ivoire de demain sera une bombe à retardement si on ne résout pas ces problèmes aujourd'hui. Merci. Merci, Dr Prince Béni Christ. Fonda Christelle, est-ce que Blé Goudé se présentera en Côte d'Ivoire? Merci, monsieur. Est-ce que Blé Goudé se présentera en Côte d'Ivoire comme un leader assumé ou comme le dauphin de quelqu'un? Écoutez, la trajectoire que Blé Goudé a prise, ce n'est plus pour être le béni oui-oui ou être l'accompagnateur. Il a pris position. Et la preuve en est, même l'esprit errant, l'esprit de guerre errant qu'on appelle Kimbafori Soro Guillaume est allé le voir à la CPI. Vous voyez un peu? Pour essayer déjà de dire que non. Vous savez, il y a des choses qui ne mentent pas. Blé Goudé a fait ses classes. Et c'est comme ça qu'on devient un homme politique. Il a commencé par l'activisme, il a fait ses classes. Et aujourd'hui, c'est un homme politique aguerri et il a déjà un parti politique et il a les comités ses comités un peu de partout. Maintenant, quand il revient en Côte d'Ivoire, c'est pour justement les implémenter. Et d'ailleurs, la maman nationale, parce que les gens oublient que quand Gbagbo et les autres font leurs choses, maman Yvette aussi est là, combattante de première heure, et qui a commenté immédiatement le commentaire de Blé Goudé, la déclaration de Blé Goudé, pour dire que, en fait, ne soyez pas surpris qu'il y ait une alliance Blé Goudé, Simone Yvette Gbagbo, Afin Guesson, tous ces gens-là se mettent ensemble. Et il faut dire que Simone, justement, a pris du grade depuis longtemps. Et que la Côte d'Ivoire peut compter. Mais c'est ce que les gens oublient. C'est d'elle qu'on parle. Et que la Côte d'Ivoire, sur la scène politique, peut compter avec elle désormais. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que faisons très attention. Il y a des choses qui se préparent. Et c'est pour ça que je suis très d'accord avec vous, Dr Béni Christ. Quand vous avez dit un bon leader se reproduit dans les plus jeunes pour qu'ils puissent continuer le combat. Quand vous arrivez, il ne faut pas se leurrer. Gbagbo ne peut plus conduire la libération de la Côte d'Ivoire. C'est fini, c'est terminé là. Il est vieux. Cause d'idéologie ou cause d'âge? Mais en dehors de l'âge, il y a eu des compromis. Parce que si Gbagbo voulait changer, il n'allait pas rejeter Simone Gbagbo comme il a rejeté là. S'il voulait continuer dans la logique. Donc c'est ça le problème. Oui. Première des choses. Oui.
Vous le savez très bien que tout leader, n'est-ce pas, qui était marié avec une épouse et qui a abandonné son épouse de combat, tous sont tombés. Ouais. Vous le savez. Ouais. Vous êtes de l'UPC, vous savez ce qui arrive à Oumyobé quand il a abandonné sa femme et allé en bourse avec la jeune fille. Vous le savez. Vous savez quand Mandela a abandonné Winnie Mandela. Ce qui est arrivé. Mais c'est pas faux. Hein. Mais vous savez tout. Non, il faut être cohérent dans ce que nous faisons et ce que nous disons. Et il y a les adeptes dessus. Mais bien sûr, tout leader qui a abandonné sa femme de combat, n'est-ce pas, où ils ont mangé du sable ensemble, alors là, quand vous devenez, et surtout vous partez prendre une petite fille du Nord qui a été fabriquée par le camp Ouattara pour faire de elle maintenant celle qui dirige tout. Ouais, tu es dans les excès. Mais ce n'est pas des excès, c'est une réalité. Allez-y, Christelle, allez jusqu'à la fin. Christelle Fanga, allez jusqu'à la fin. Je bois comme ce que vous dites là, comme du petit lait. Je vous dis une chose qui est claire. Blé Goudé va faire des alliances. Et il a déjà des alliances sûres. Comme Maman Simone et Yves Barbeau qui est déjà partante pour ce projet-là. Donc, aujourd'hui, l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve entre les mains de certaines personnes qu'on ne compte pas beaucoup. N'est-ce pas? C'est-à-dire, hors des 3 leaders qu'on a cités là, Ouattara, Barbeau, Bédié. Merci. Et ça, je voudrais rappeler un proverbe ivoirien. Dites-nous. Ils ont, et c'est le camp Bédié du PDC de Bédié qui aime bien l'utiliser, que la troupe d'éléphants est toujours conduite par l'éléphant le plus vieux. Et quand l'éléphant le plus vieux, je voulais leur répondre en leur disant, quand l'éléphant le plus vieux n'a plus, est déjà aveugle, est déjà fatigué, il va conduire les troupes où? Dans la tombe. Je vous donne quelques minutes parce que je vais passer la parole à Pépin Bikaï, mais pour qu'on reste sur ce dossier brûlant, la rupture entre Blé Goudé et Gbagbo est-elle actée? C'est d'un. Et de deux, est-ce qu'il pèse encore véritablement Gbagbo sur la scène politique Je suis très étonné quand je cours ce qui se passe sur le plateau. Allez, répondez aux questions et laissez l'étonnement. Oui, répondez. Le parti le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le PPA. Mais bien sûr. C'est une évidence. Vous dites des choses là que moi je ne comprends pas. Regarde, ça veut dire que vous ne suivez même pas l'actualité ivoirienne. C'est le parti le plus puissant. La figure la plus emblématique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo, évidemment. Bon, maintenant, ne nous perdons pas en compte. Donc la scission avec Simone n'a eu aucun impact sur... Bon, la scission avec Simone, je ne veux pas rentrer dans des questions comme ça, parce que c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ici, sur ce plateau, personne d'entre nous ne peut dire avec... Et dans le secret des dieux concernant ce qui s'est passé. Avec certitude, ce qui s'est passé entre les deux, premièrement. Parce qu'au-delà de couple, c'était d'abord des hommes politiques, ne l'oublions pas. Simone est une femme avec une forte tête politique. Mais, ce que Fanga ne vous dit pas, il y a aussi l'intrusion des bonnes gaines dans leur couple. Et qui a été très dangereux. Il y a un prophète là, qui a donné l'argent pour aller acheter des armes. Il a bouffé l'argent là. Et Simone faisait tout pour... Que ça la prophète a donc tort. Papa, les femmes. Papa, Babo a dit que non. Je rentre le prophète d'abord qui va d'abord acheter les armes. Tu sais. Ce n'est pas parce que je ne vais pas parler. Non, parce que je ne vais pas parler. Quel est d'abord ce prophète qui va acheter les armes? Babo rentre, s'il veut réconcilier les Ivoiriens, il faut un peu qu'il se carte des extrémistes. Parce que ce sont les extrémistes, justement, qui ont conduit la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui. Donc il faut qu'ils s'écartent un peu de tous ces extrémistes, des illuminés, qui pensent que Jésus va descendre pour régler les problèmes. Les problèmes des humains ne se règlent pas des humains, peut-être avec la prière que Dieu les accompagne dans leur projet et dans leur entreprise. Donc ils pèsent toujours. Il y avait une question de ces religieux-là qui était très dangereux, qui devenait très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo, qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre que chacun doit être libre. Vous avez vu? Il est encore rentré dans la religion, hein, dans une autre religion. D'accord. Alors, vous avez répondu à la première. Vous avez répondu à la première question. Sa plus grande tournée vers une religion, c'était pas vers la religion catholique. Hein. Tu as vu dans quel temple? Merci, Passion Parfendom. Vous avez répondu à la première question. La seconde, c'est est-ce que la rupture est donc consommée? Il n'y a pas de rupture consommée. C'est vous qui parlez à la place de Blé. Hein. Je parle justement. Je vous pose la question selon votre lecture. Est-ce que. Je n'ai pas encore entendu Blé danser le président Laurent Gbagbo. Jamais il ne peut même pas le faire. Il ne peut pas le faire, moralement. Deuxièmement, je continue de dire à Christelle, ce n'est pas Gbagbo qui a abandonné Blé. Oui, mais le projet existe bien avant.
Comment vous ne donnez pas l'impression que le COJEP existe aujourd'hui? Bien sûr. Le COJEP existe même pendant la crise post-électorale. Nous, on a envoyé ici des délégations qui sont allées au congrès du COJEP à Abidjan. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas tout dire sur le plateau. Donc je pense que... Non, écoutez, ce sont des démarches, ce sont des stratégies. On peut dire que bon, si nous allons tous grouper, on a moins de chance. Peut-être divisons-nous. On ne sait pas. Vous ne savez pas ce qui sont en train de mûrir là-bas entre eux. Mais une chose est sûre, vous n'aurez jamais une opposition entre Gbagbo et Blé Goudé. L'avenir nous le dira. Mais personne ne l'a dit. D'accord. Assez péremptoire quand même. Assez péremptoire, mais si on l'a compris. Merci. Pépin Bikaï, on sait quand même que même s'il a été acquitté en 2019, la même année, dans son propre pays, il était sous le coup d'une condamnation après 20 ans d'emprisonnement, 10 ans de privation et quelques 300 000 euros, soit 200 millions de francs CFA. Est-ce que ça ne va pas planer comme une épée de Damoclès sur sa tête? Est-ce qu'il peut vraiment inquiéter le pouvoir en place, sachant qu'il est sous le coup de cette condamnation-là? Avant de répondre à votre question, je voulais entendre cette phrase de la bouche de Parfait pour parler de Gbagbo et de son divorce avec Simone. Il a oublié de dire que Gbagbo c'est un homme à femme. Non, c'est dangereux, c'est une insulte. Hein. Non, un homme qui aime les femmes, attention. Je vous en prie. Je vous en prie. Du tout. Je vous en prie. Du tout. Deux divorces déjà, un mariage avec 3 femmes, non? Je vous en prie. C'est une analyse personnelle. Non, faut pas dire ça. C'est une analyse personnelle. Faut pas dire ça. C'est un homme à femme. C'est une analyse personnelle. Je vous en Au début de prie. ta vie matrimoniale, donc faut pas lancer la pierre sur les autres. C'est une analyse. C'est une analyse personnelle. C'est un problème Merci. privé qui n'a rien à voir avec la politique. Parce que tous les hommes politiques, Sauf que la vie privée, lorsqu'on est un homme politique, il y a pas fortement... Donc tu t'attaques à Oumyobé, tu sais ce qui s'est passé en Oumyobé. C'est moi. Ah oui, parce que tout à l'heure tu as dit tu vois du petit vin. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, du petit lait. Il faut faire attention. Il faut analyser les faits politiques. Non, sur le plateau, Même la vie de couple est un fait politique, sur le plateau, chacun est responsable de ses argumentaires. Merci Christelle. Les uns peuvent protéger les autres et pas. Je pense que sur ce plateau, c'est Fanga qui fait l'historicité des hommes politiques, les leaders politiques qui se sont séparés de leur épouse. Ce n'est pas Bikaï. Ce que je dis, j'assume ce que je dis. Et ce que j'ai dit, ce qu'il a manqué de dire, c'est que le président Gbagbo est un homme à femme. Tout simplement parce qu'il a 2 divorces et un 3e mariage. C'est un fait. Et c'est de l'analyse. Et là, c'est Pépin Bikaï qui le dit. Je n'entre pas dans les détails parce que même à Abidjan, tout le monde le sait. Il le sait très bien parce qu'il a été plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous avez posé la question de savoir sur... en fait, je reviens un peu parce que ça a été chaud. Allez, on va refroidir. Hein, et la question, la question à froid justement, c'est est-ce que du fait de sa condamnation, la condamnation qui plane encore et qui n'a pas encore été levée, voilà, que tu seras polygame. Et moi, je suis pas convaincu. Christelle, restez avec nous. Restez avec nous. Merci. Je peux répéter. S'il vous plaît. Quand on parle du président Gbagbo, il faut qu'on ait du respect. Attendez. Alors, le président Laurent Gbagbo, c'est une grande figure. C'est pas combat pour la liberté. Merci. Personne, s'il vous plaît, docteur Bénécris. Personne. Des passionnants, soyons respectueux. Ne passez pas les télé, ne nous prêtez pas les mots. Merci, docteur Bénécris. Sortons de là, ne passionnons pas. En fait, pour revenir à votre question tout à l'heure, je pense que, et là, tout le monde l'a relevé, à un moment, le président Ouattara, le régime actuel, a voulu régler ses comptes avec ses plus grandes figures. Un certain nombre de procès ont été organisés à la hâte, et le résultat qui est revenu, à chaque fois que le procès était terminé, c'est que la plupart des gars qui étaient, en fait, des personnalités incriminées avaient 20 ans. 20 ans. Et puis on a qualifié la justice ivoirienne de donner 20 ans à tout le monde. Donc, cela... Adou Richard, procureur d'Abidjan. Voilà. Donc, il était spécialisé pour donner 20 ans. Ouattara a eu 20 en fait, Gbagbo a eu 20 ans. Simone 20 ans. Blé Goudé 20 ans. Soro 20 ans. Donc, ça devenait un procureur de 20 ans. Bon. Et ça faisait, c'est une sorte de pression secondaire, parce que jusqu'à présent, je pense pas que les déboires judiciaires de Gbagbo en Côte d'Ivoire ont été levés. Non. Parce qu'il est accusé toujours d'avoir braqué la banque centrale de la Côte d'Ivoire. Voilà, BCAO. Et condamné. Donc, malgré le fait qu'il se déploie, il essaie d'être l'acteur principal de la réconciliation en Côte d'Ivoire, il y a toujours cette épée de Damoclès qui pèse sur lui. C'est-à-dire que si on se rend compte que il est dangereux pour les intérêts de ceux-là qui l'ont déporté,
on peut actionner ces leviers-là. Non, on ne peut plus. En fait, je me dis parce que ça n'a pas été levé. Non, oui, mais on ne peut plus. Ça n'a pas encore été levé. Tout comme nous sommes également sur le questionnement du retour de Blé Goudé. Il est également sous le coup d'une poursuite judiciaire. Vous savez qu'en France, c'est la même situation que Sarkozy vit, non? Il n'a pas été condamné. Ouais. Vous savez qu'en France, c'est la même situation que Sarkozy vit, non? À chaque fois qu'il veut, et un juge l'appelle là-bas. Big Malion. Non, c'était juste il n'a pas encore été. Mais les procès... C'est la même chose pour notre grand frère Blé Goudé qui s'apprête à rentrer en Côte d'Ivoire. On connaît son activisme parce que tout à l'heure, il y a également eu ce débat sur ce plateau. Blé Goudé n'a pas encore fait de la politique, tout le monde le sait, parce que depuis 2002, date de son retour, c'est un fait. L'activisme n'est pas de la politique. Il a fait de l'activisme. Maintenant, laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Son retour en Côte d'Ivoire, prêtez-moi de l'argent et non les mots. Son retour en Côte d'Ivoire va forcément l'obliger à faire de la politique. S'il doit faire de la politique, il doit être confronté à une certaine réalité. Et tant que son dossier judiciaire n'est pas totalement clarifié, il aura toujours une épée de Damoclès sur la tête. Donc il est aussi important, c'est un message qu'on passe au régime actuel, notamment au président Ouattara, s'il veut opter sur le projet de réconciliation à travers la décrispation de la scène politique ivoirienne, il est important de pouvoir accorder une amnistie à l'ensemble des acteurs qui étaient incriminés, impliqués dans la prison. Quel qu'en soit le cas, un camp a été jugé. L'autre camp qui était aussi adjuvant de cette bataille n'a pas été jugé. Donc, un camp ne peut pas être aujourd'hui sur le prisme des condamnations pendant que son adversaire d'hier est en train de profiter des fruits de la croissance de la Côte d'Ivoire. Donc, si on veut décrisper, il faudrait que les leaders politiques qui sont en fait, les personnalités politiques qui sont en prison soient sortis des prisons. Les leaders politiques qui ont été mis devant les juridictions et qui ont reçu 20 ans à travers la justice ivoirienne et reçoivent une amnistie afin qu'on repart de nouveau sur de nouvelles bases. Et à côté, je suis d'accord avec ce que Parfait disait tout à l'heure sur le plateau. Si on veut aider la Côte d'Ivoire, sortons des analyses radicales. Parce qu'en réalité, je me souviens, jeune étudiant à l'université de Ngaoundéré, on passait l'entre-deux cours à pouvoir donner notre point de vue sur la crise ivoirienne. Et au finish, on se rendu compte que nous aussi, on a été des radicaux, sans toutefois être des acteurs directs de cette crise-là. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui la priorité pour l'Africain est de pouvoir être capable de nourrir sa population. Il faudrait qu'on fasse taire les armes et qu'on puisse questionner les mécanismes de développement. Et la Côte d'Ivoire, quel qu'en soit les cas, qu'on le dise ou en fait qu'on le veuille ou non, c'est une véritable locomotive au niveau de la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être abusivement, les journalistes français ont toujours parlé de l'Afrique de l'Ouest de manière générale, mais au niveau de l'Afrique francophone de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est un véritable levier de développement. Merci Pépin Bikaï. Docteur Bénicris, est-ce que aujourd'hui la condamnation qui plane encore sur Blé Goudé, on va dire refroidirait ses ardeurs politiques? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, le fait d'être jugé à la CPI, qui, à l'époque, je le disais, fut un procès politique, cette condamnation qui pèse sur lui en Côte d'Ivoire est aussi un procès politique. Gbagbo est revenu, pourquoi on ne l'a pas jugé, puisqu'il a été aussi condamné. Je pense qu'il y a des mesures qui seront levées, parce que, qu'on le veuille ou non, les retours de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire a essayé de décrisper un peu la situation qui était assez tendue. Nous l'avons vu. J'ai salué d'ailleurs le président du comité de pasteurs panafricains, pasteur Soa du niveau du Ghana, qui a bien signifié qu'il y a eu beaucoup de retours de réfugiés en Côte d'Ivoire. Donc il y a des efforts qui sont déjà faits. Le camp Ouattara a essayé de faire un certain nombre de concessions pour détendre un peu l'atmosphère. La preuve, c'est que nous avions aujourd'hui beaucoup de réfugiés politiques qui sont revenus. Bon, il y a aussi des prisonniers politiques qui sont encore en prison à la Maka, mais qui devraient être aussi libérés. Donc, la paix est un processus à construire. Et cette paix doit être construite par tous les Ivoiriens. Je pense que Blé Goudé n'a pas peur de revenir en Côte d'Ivoire, parce que si la CPI a pris autant d'années pour chercher les preuves de leur inculpation et qu'elle n'a pas trouvé, ce n'est pas le camp de Ouattara qui va trouver les causes pour inculper Blé Goudé. Blé Goudé va revenir dans son pays, il est libre, comme tout citoyen ivoirien, et Blé Goudé va contribuer à la reconstruction de son pays, de sa nation, et
contribuer dans les combats pour l'émancipation du continent. Parce que Blé Goudé aime la Côte d'Ivoire, il l'a prouvé, il porte ces pays. Et contrairement à ce que Pépin le disait, Blé Goudé est en politique tout jeune. Donc c'est un homme politique. Qu'on ne nous raconte pas qu'il est activiste politique. Les activistes politiques les font en dehors de partis politiques engagés. Blé Goudé est un homme politique depuis très tôt. Il a été dans le FPI de Laurent Gbagbo. Il a été à l'école du FPI. Il a été formé dans cette partie politique, jusqu'à faire ses preuves comme on le sait. Et mais tu as manqué de nous dire qu'il a été élu aussi. Pardon? Tu as manqué de nous dire qu'il a été élu maire quelque part. Tout ça, c'est la politique. Ok. Attends, je vais chuter par là. Chuter. Votre conception de la politique n'est pas la conception de la politique en elle-même. Faire de la politique ne veut pas forcément dire qu'on est maire ou bien député quelque part. Non, c'est que on voulait te faire quoi dans cette optique? C'est que jusqu'à son jeune âge, FECI, et puis FPI, et puis sa lutte, tout ce qu'il a eu à faire, forcément est à mettre à son actif. Et maintenant, il devrait embrasser une carrière non, ce qu'il faut de préciser, leader politique. voilà, ce qu'il faut préciser, attends, ce qu'il faut préciser, un cadre de rang. Ce qu'il faut préciser, parce qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup de ressources humaines, non, ainsi de suite. Vous avez déjà précisé cela. Ce qu'il faut préciser, c'est que Blé Goudé dans sa personne, je pense que les autres l'ont déjà dit, Blé Goudé a une expérience politique énorme. Maintenant, il est en train de se projeter dans une carrière où il sera leader d'une vision, parce que quand il va se présenter aux élections présidentielles, ça dit qu'il a une vision pour la Côte d'Ivoire. C'est d'aventure, il se présente. Non, il l'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'on dit? Parfait ne l'a pas suivi, moi, il dit que j'ai les vidéos. Merci. Il a dit lui-même qu'il va se présenter aux élections. Merci. Si seulement on levait la condamnation qui pèse sur lui. Il a dit qu'il comptait faire la Côte d'Ivoire un pays phare dans l'Afrique de demain. Merci, donc il l'a dit, c'est pas le secret polichinelle, je ne vais pas citer la chaîne où il l'a dit, vous pouvez aller vérifier. Il l'a déclaré. Alors parlons justement de ce leadership que devra incarner Blé Goudé. On rappelle que désormais le petit garçon a grandi, il a même mûri, 50 ans aujourd'hui, il est peut-être prêt à embrasser cette carrière politique et prendre les devants. Alors la question aujourd'hui, on parle justement de cette condamnation qui plane encore. Est-ce que ce n'est pas une arme de dissuasion par le pouvoir politique en place qui pourrait refréner les envies et les ardeurs de Blé Goudé? Le pouvoir en place pourrait-il utiliser ça comme une arme de dissuasion? Mais vous savez que le pouvoir en place est un pouvoir illégal et illégitime et utilise tout ce qui est illégal et illégitime pour confondre ses adversaires. Et vous savez que cette condamnation n'est que l'épée de Damoclès qui doit peser sur tous les politiciens, sur tous les opposants ou bien les opposés de leur gouvernance ou bien de leur pouvoir aujourd'hui. Donc nous savons tous que la Côte d'Ivoire est une dictature. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est le plus grand dictateur démocratique, hein, parce que vous savez que la démocratie c'est là de dicter les choses. Bon, je ne veux pas entrer dans la définition. Merci, que vous Christelle connaissez Fanga. très bien. Donc, voilà, donc aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara est dans cette logique-là, dans cette optique-là. Donc il faut tout faire pour empêcher le parti de Bikaï de libérer de nouvelles énergies. Vous voyez un peu, de libérer de nouvelles énergies. Je ne suis pas encaté. Hein? Je ne suis pas encaté. Ah bon? Nulle part. Ok, d'accord. Donc libérer les énergies. Donc il faut embrigader davantage ces esprits-là. Et je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation de la Côte d'Ivoire est explosive si des choses ne sont pas faites maintenant. Si les choses ne sont pas faites maintenant, quelles sont ces choses qui doivent être faites maintenant? C'est-à-dire que les anciens leaders qui ont conduit le pays à feu et à sang, c'est-à-dire ce que Houphouët-Boigny a fabriqué là, l'héritage que Houphouët-Boigny a laissé là, cet héritage qui a détruit la Côte d'Ivoire, Bédié, Gbagbo, Ouattara, parce que tout ça ce sont les héritiers de Houphouët-Boigny. Sauf Gbagbo, hein. Écoutez, quand je parle d'héritiers, ils sont dans la politique, donc c'est les après. Gbagbo, c'est le contraire de Houphouët-Boigny. Non, peut-être qu'il ne situe pas bien son propos. Il voulait dire qu'ils ont pris naissance. Ceux qui ont, voilà, c'est la même génération. De la même génération. Le plus âgé, c'est Conan Bédié. Il faut toujours préciser. Et le Benjamin, c'est Gbagbo. Donc, tout cela ont mis la scène politique parce que c'est ces trois noms-là qui créent le désordre. Oui. Dès que le camp Ouattara entend Gbagbo, c'est la colère. Dès que le camp Gbagbo entend Bédié, c'est la colère. Quand le camp Bédié entend
Gbagbo ou bien Ouattara, c'est la colère. Mais vous oubliez que... c'est la haine. Attends. Quand vous connaissez la scène politique ivoirienne, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, Ouattara était l'allié de Bédié. À un moment donné, Bédié était l'allié de Gbagbo. À un moment donné, Ouattara était l'allié de... C'est une fonction d'intérêt. Ils sont capables aujourd'hui de comprendre que pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils se mettent ensemble, prennent les retraites et laisser une génération continuer. Ce n'est pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui les intéresse. Ce n'est pas la vie des Ivoiriens qui les intéresse. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que mourir pour un homme politique, il faut être bête pour mourir pour un homme politique. Vous comprenez? Parce que un homme politique est prêt à faire des compromis. Et la politique politicienne, il faut bien préciser, parce que la politique, parce qu'on dit que quand Blé Goudé n'est pas un homme politique, ça m'étonne. Vous comprenez un peu? La politique politicienne, oui, mais la politique se fait tous les jours. Étant déjà gamin, vous commencez à faire de la politique dans la gestion de votre scolarité, dans la gestion de votre goûter, dans la gestion de vos camarades, dans la gestion de tous ces éléments-là. C'est de la politique. Mais ne nous dites pas que aujourd'hui la politique se fait seulement quand on est devenu président d'un parti politique ou bien non. Merci. La politique se fait au quotidien et Blé Goudé, c'est un homme politique aguerri. Parce qu'il a traversé des étapes et je crois que l'étape de la prison de la CPI est la meilleure des formations d'un homme politique. Vous comprenez un peu? Quand vous arrivez à un niveau, surtout de la politique politicienne, vous comprenez un peu? Quand vous arrivez à ce niveau-là où vous avez déjà fait la prison pour les affaires politiques, alors là, et que vous ressortez vraiment avec des techniques, avec de la sagesse et beaucoup de choses. Merci Christelle Fangan, on va ressortir avec vous. Patient parfait, vous nous dites, et là c'est pour sortir véritablement, qu'il gagnerait, selon vous, à continuer à suivre les conseils de son ancien parent, Blé Goudé, au retour en Côte d'Ivoire? Non, pas forcément. Je crois qu'elle a atteint un âge où il peut voler de ses propres ailes. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il rentre dans une dynamique, à mon sens, vraiment d'une véritable reconstruction de la Côte d'Ivoire par le biais d'une réconciliation avérée. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'agression française. Ne l'oublions jamais. Quand j'entends Christelle parler en disant, mais vous oubliez que l'actuel gouvernement ivoirien est en train de vouloir introduire un projet de loi qui va limiter l'âge. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas démontrer pour la première fois qu'un noir qui a été sorti de son pays, déporté, amené dans la juridiction de votre prétendue communauté internationale, a vaincu là-bas et revient chez lui triomphant et reprend le pouvoir. C'est ça l'équation. Oui. L'équation, ce n'est plus que Gbagbo lui-même, quand on le voit physiquement, on voit qu'il ne peut plus tenir longtemps. Mais ce symbole-là, les Blancs veulent nous le refuser. Premièrement, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, les questions des partis qui ont été comme le FPI, c'est-à-dire violentés à ce niveau-là. Nous, on l'a un peu connu avec l'UPC. C'est-à-dire, tu as les exilés. Vous l'avez connu pas un peu? Non, je vais être modeste quand je suis sur votre plateau. Parce que quand je parle, on va me dire, j'ai jamais été au pouvoir. C'est pas grave. Il y a l'exil. Vous avez des exilés dans votre camp. Vous avez des gens qui ont été emprisonnés. Bien sûr. Vous avez ceux qui sont restés au pays, qui ont été brimés. Comme c'est le cas au niveau de l'UPC. On a interdit le parti. Vous avez des gens qui sont revenus avec des traumatismes divers. Remettre tout ce monde-là ensemble pour reconstruire une nouvelle organisation qui va de l'avant, c'est pas du tout facile. Il y a toujours ce moment de flottement qui existe dans une organisation. Et c'est tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, nous, à l'UPC, on continue d'ailleurs d'en payer le prix. Mais ce que je peux vous dire, sincèrement, mes chers amis, c'est que votre ennemi, ce n'est pas Gbagbo. Ne vous trompez pas d'ennemi. Non. L'ennemi, c'est cette France-là qui s'est introduite dans les affaires d'un pays tiers. Et qui a mis ce pays-là à faire à ça et qui l'a complètement saccagé. C'est ça le problème. Donc, maintenant, la vie privée des gens, il ne faut même pas qu'on en parle. Parce que ça va déboucher sur des choses qui vont être déplaisantes. Et comme le dit Pépin Bucaille, nous allons plutôt contribuer à mettre encore davantage de l'huile au feu. Et pour rien. Ce n'est pas notre rôle aujourd'hui. Notre rôle, c'est de comprendre la complexité de ce jeu qui se pose en Côte d'Ivoire et d'aider les différents acteurs, même le président Ouattara. Vous avez vu, depuis qu'il y a eu un certain dépassement de Kuxer, je tape de mots en main sur le président Ouattara parce que je me dis qu'il a un rôle à jouer. Il a un rôle historique à jouer. Je le disais tout le temps, président. Il faut saisir la perche que l'histoire te tend pour pouvoir sortir par la grande porte. Ce n'est peut-être pas encore le cas. Je suis désolé de le reconnaître, mais je continue d'être cette voix-là qui crie dans le désert. Parce que l'Afrique a trop subi les humiliations de ces gens-là.
trop subi les humiliations. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe à la CPI. En dehors de Serbes, il n'y a que les Africains qui sont là-bas. C'est quoi cette histoire-là? Pour un petit contentieux électoral, donc, de grâce, soyons un peu pondérés quand on juge ceux qui se sont sacrifiés pour nous, n'est-ce pas, dans ces domaines-là. Madame Simone Gbagbo, n'oublions pas, comment on l'a collée. On a dit qu'elle est les escadrons de la mort. La fête qui fait. Vous avez oublié ça? On n'a pas oublié. Qui arrive, qui fait. Son propre frère, tout simplement parce que c'était le propre de Simone Gbagbo. On l'a envoyé en prison, je crois qu'il en est même mort là-bas. Donc il faut faire attention. Nous sommes face à un ennemi qui est dangereux. Mais j'ai vu la grandeur et la hauteur de Madame Simone Gbagbo quand elle allait en pèlerinage à Kinshasa. Oui. Elle a dit, je prie pour le président Alassane Ouattara. Oui. Comment vous interprétez ça? Ça veut dire qu'elle est de camp de Ouattara? Non. Alors, faisons donc attention. On va sortir. Donc, je pense que, sincèrement, je comprends. Beaucoup n'ont pas plus de 50 ans ici. Je peux comprendre. Ils sont encore, comme disait Pépé Mécaï, au niveau de l'activisme. Mais à un moment donné, élevons un peu la réflexion pour comprendre que, mes frères, je continue de dire pour l'Afrique n'a plus besoin de guerre. Les guerres ont été implantées en Afrique de manière endémique. Les guerres font reculer les peuples. Ils ne les font pas avancer. Merci. C'est pour cela que je plaide sincèrement pour que le retour du ministre Blé Goudé concourt à cet apaisement. Si les vieux là ne veulent pas comprendre la réalité des choses. Merci. Les gens confisquent un pays. Ouattara confisque la Côte d'Ivoire. Bédié confisque la Côte d'Ivoire. Gbagbo confisque la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'il n'y ait pas de guerre? Comment? Nous, les jeunes, on va aller où? Comment l'ascenseur ne peut pas monter et ne redescend pas? Merci, vous Christelle. voulez qu'on s'en sorte comment? Christelle Fonga, merci. Le Non, plaidoyer, on va pas s'en sortir. Vous plaidez pour, et là on va sortir. Oui, le Il plaidoyer. faut un transfert de génération. Point. Ça c'est votre plaidoyer. Maintenant, est-ce qu'on peut écouter le plaidoyer de patient? Le plaidoyer, c'est le retour de Blé contribue davantage à muscler cette volonté des Ivoiriens à se parler, à se donner la main. Comme disait le président Laurent Gbagbo, asseyons-nous. Non, le véritable combat, c'est pas ça. Le véritable combat, c'est libérer la Côte d'Ivoire de la prison française. C'est tout, il faut le laisser. D'accord. faut laisser les choses là. On a compris, merci. Il n'y a pas que la force, Bénécris. On a compris, merci. Il y a aussi la ruse par moment. C'est le lion et le renard. Oui. C'est ça le pouvoir. Attention. Je pense que... Mais le lion d'abord doit agir. À toute chose, il faudrait que... Ce n'est pas Rapidement, on n'a plus de temps. Comme mettre une méthode. Si on fait le choix d'une mauvaise méthode, on arrive à des mauvais résultats. Ouais. Et sinon,